Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'OVNI. Cette semaine, nous vous faisons découvrir en exclusivité 5 conférences qui se sont déroulées dans le cadre de l'événement Zero to One à Nantes les 28 et 29 janvier 2026. Grâce aux organisateurs, notamment H7 et Ici Lundi, nous avons la possibilité de vous faire découvrir des parcours inspirants de fondateurs, de fondatrices, de C-level, de corporate, d'entrepreneurs, bref, tous ceux qui ont effectué ce passage de 0 à 1. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je suis Adrien Pogetti, je suis le directeur de la cantine et de la French Tech de Nantes. Ravi d'être avec vous ce soir. Et puis voilà, on est accompagné sur scène par Étienne Portet, qui est le cofondateur de Madines. Est-ce que tout le monde connaît Madines? Bon, ok, tu es célèbre. La plateforme est célèbre. La plateforme est célèbre. Mais toi aussi, après cette conférence, tu vas l'être, j'en suis sûr. Alors, on a préparé, en fait, évidemment, longuement cette interview, cette séquence, pour essayer de... Je vois des gens qui rigolent. Si, c'était long. On a vraiment bossé avec Étienne, pas plus tard que cet après-midi. Voilà, on est des gens sérieux. Et donc, on a la chance de faire cette conférence, qui est la conférence de clôture de Zero to One. Donc, merci d'avoir tenu jusqu'ici. Vous allez voir, ça va être la meilleure conf de l'événement, tout Puis simplement. c'est une conférence inversée, c'est-à-dire que normalement c'est moi qui pose les questions. Putain, tu me piques direct, mais je l'avais écrit là. Je dis, on inverse les rôles, toi et moi. Voilà. Bon, parce que Étienne est journaliste et moi j'ai plutôt l'habitude d'être celui à qui on pose les questions, notamment sur l'écosystème à Nantes. Bon, on va faire le contraire. J'espère que voilà qu'on va être bien. Étienne, donc tu as cofondé Madines il y a maintenant un petit peu plus de 13 ans, à un moment où l'écosystème en France était un peu balbutiant, en tout cas très loin de ce qu'il est aujourd'hui. Tu as vu passer des idées brillantes, d'autres beaucoup moins. Tu as choisi, en fait, après 13 ans, de quitter Madines et de recommencer. C'est un peu ça qu'on va essayer de regarder ce soir. On va tracer une ligne entre ton parcours et puis en filigrane l'évolution de l'écosystème. On va parler du départ, du chemin, des doutes, des intuitions et puis de ce qu'on fait après le one. Ouais, j'ai déjà liquidé la première feuille, on est pas mal. On va commencer en 2013, qui est une année un peu particulière pour l'écosystème parce que c'est l'année où on voit apparaître The Family. Alors pour les plus anciens, ça vous parlera peut-être, The Fa, pour les initiés. The Family qui prônait une approche un peu pirate pour monter des boîtes. Et puis de l'autre côté, il y a la naissance de la French Tech, qui est une approche un petit peu plus institutionnelle. Au milieu de tout ça, il y a Madines en fait qui arrive. C'est quoi c'est quoi la vision de Madines à ce moment-là? Et puis plus largement ta vision de l'écosystème et de comment ça a évolué? Alors c'est vrai que l'écosystème en 2013 a une bannière qui a été révélée, la bannière French Tech. Et c'était très important parce qu'avant on n'écrivait pas French Tech, on écrivait écosystème des startups françaises. 2013, pour nous c'était la date d'immatriculation de la société Madines, mais on avait commencé un petit peu avant. On avait commencé un petit peu avant à suivre tous les événements qui étaient partout en France, qui émergeaient. Alors, on avait les Startup Weekend, il y avait même un livre sur comment créer un Startup Weekend. Il y avait les hackathons qui démarraient. C'était un petit peu associatif, avec une belle ambiance. Et sincèrement, c'était quelque chose qui nous intéressait énormément. Alors, quand je dis nous, c'est Louis, mon associé, et moi-même, parce que on aime bien les histoires d'entrepreneurs et on aime bien l'innovation. L'innovation, c'est sympa parce que c'est toujours positif, c'est souvent positif et donc écrire et découvrir des choses innovantes, sincèrement, c'est toujours plaisant. Donc faire un média sur l'innovation, sur les entrepreneurs qui innovent, sur les fonds d'investissement qui soutiennent ces innovations et sur les grands groupes qui achètent, commandent ou travaillent avec ces acteurs innovants, sincèrement, c'est plutôt enthousiasmant. La vision de ça, c'est que, je pense qu'on a eu beaucoup de chance d'arriver au bon moment. On arrivait au moment où effectivement la French Tech arrivait, mais si on regarde dans le rétroviseur, le premier secrétaire d'État au numérique, c'est, Éric Besson. Ensuite, Nathalie Kosciusko-Morizet et puis, Fleur Pellerin est arrivée avec ses quartiers numériques avant de devenir la French Tech. La French Tech, ensuite,
popularisé par le Coq Rouge, des coqs rouges partout. Alors, il y en a encore eu aujourd'hui, mais aussi des coqs rouges partout à l'international, ce qui faisait aussi ce qui donnait une impression de nation très innovante, Ouais, notamment d'unité, ouais. exactement, une bannière commune. Et ça, c'était assez pratique. Pratique pour fédérer les acteurs nationaux, mais surtout pratique pour être dans une logique d'expansion internationale. Positionner la France sur l'échiquier de l'innovation au niveau mondial. Ça a plutôt, bien fonctionné, en tout cas, du point de vue de l'affichage. Si je reviens sur Madines, quand vous vous rencontrez avec lui, vous êtes tous les 2 des en fait, vous êtes déjà un peu journalistes, voilà, vous rencontrez des entreprises, vous racontez des histoires d'entrepreneurs. Est-ce que, au démarrage de votre association, vous avez, conscience que vous êtes en train de créer une entreprise, un média, en fait, hein, tout de suite? Ou est-ce que ça vient, petit à petit? Non, ça vient petit à petit. On était avant tout passionnés par justement ces aventures-là, à la fois l'innovation, les histoires entrepreneuriales, et on avait envie, je pense, d'être les premiers lecteurs de Madines, donc en fait d'être les premiers rédacteurs et les premiers spectateurs de tout ça. Ça veut dire que les personnes qu'on rencontrait, on avait la chance d'avoir leur histoire, et donc on avait la chance de pouvoir leur dire: bah, merci beaucoup, et en échange, on va te mettre quelque chose en ligne. C'était vraiment les débuts. Et après, est-ce qu'on a eu l'impression de monter une entreprise? Je pense que c'était plutôt un beau projet média. À l'époque, c'était vraiment un gros blog, mais après, c'est devenu un projet média avec toute l'industrie de la presse qui est arrivée autour de tout ça. Mais travailler sur une entreprise, c'est arrivé vraiment au premier moment où quelqu'un nous a dit, «Tiens, en fait, j'aime bien vos articles, j'aimerais bien en faire avec vous. Tiens, j'aime bien, vos événements, j'aimerais bien en faire avec vous. Tiens, le studio, audiovisuel, il est vraiment intéressant, vos contenus sont vraiment chouettes. Est-ce qu'on peut s'y associer?» Et en fait, c'est à ce moment-là où, on a créé, un devis. Donc, on a sélectionné une plateforme, un outil pour pouvoir générer notre premier devis. Et c'est souvent, hein, par là que ça commence, hein, quand même. Oui, oui, et puis en fait, quand on crée un média, on se rend pas forcément compte aussi que, la recette d'un média, c'est plus je parle de vous, plus vous parlerez de moi. Je parle d'un article sur, la cantine, tu vas prendre le lien de l'article et donc tu vas le partager à ta communauté. Ta communauté va donc prendre connaissance de Madines et donc va se dire: «Tiens, c'est intéressant, potentiellement je peux les contacter pour avoir ensuite, moi, à mon tour, une retombée presse». Et donc cette sollicitation, c'est une boule de neige qui grossit, grossit, et donc on se retrouve avec de plus en plus d'opportunités dans nos boîtes mail. Non, mais enfin, c'est une belle histoire, hein, Madines, quand même, parce que vous êtes imposé vraiment comme un média de référence en l'espace de 12-13 ans, effectivement, pour, tous les entrepreneurs de la tech en France. Et d'ailleurs, tiens, j'ai une petite question, on peut se la poser. Madines, pourquoi? Ça vient d'où le nom, Madines? Qu'est-ce que ça raconte comme histoire? Je pense que c'est une question qui nous a beaucoup été posée, et C'est-à-dire que je pose des questions de merde aussi? pas du tout, et en fait, parce que je sais très bien ce que je Ouais, vais pas de répondre, mais je vais problème. te donner une anecdote en plus. Madines.com, déjà, c'est avant tout un nom de domaine, mais après, il fallait prendre tout le reste sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il y a une personne qui nous en veut beaucoup, c'est le propriétaire du arrobase Madines sur, Twitter, qui a dû mettre dans sa bio: «I'm not a French magazine». Parce qu'en fait, il se faisait taguer dans beaucoup de publications quand Twitter était très puissant, notamment lors des événements, et donc alors que nous, notre compte Twitter était by Madines. Et Madines, donc effectivement, ça représente la folie entrepreneuriale. Ça représente aussi, c'est un petit clin d'œil à la revue, Mad, qu'on trouvait très, très, très chouette, et comme c'était une question qu'on nous posait très, très souvent, et que, on aime bien écrire, on aime bien les petites surprises, et bien, sur le site Madines, comme ça va faire des connexions. N'hésitez pas à aller cliquer sur le grand M blanc tout en bas. C'est un petit easter egg, et vous arrivez sur une page un peu cachée qui vous explique toute la genèse de cette histoire-là. Ouais, et moi je l'ai fait, ça marche, hein, effectivement, c'est le M qui est dans le footer, le M de Madines, Exactement. il y a effectivement toute l'histoire de la marque, quand on clique. Merci. Et nous, à Nantes, on avait un super truc. On a créé aussi un clone de Madines qui s'appelait Nadimes, hein, et voilà, et qui a fait, aussi, une belle carrière. Je regarde Florian Ouais, en je me coulisses, souviens très bien. une Mmh. très belle carrière, voilà, beaucoup d'interviews un peu décalées, oui, je ça, c'est un vrai truc qui a vraiment existé, On qui était était très assez fiers, drôle. c'était notre Gorafi à nous. Oui, c'était un peu le Ouais. Gorafi de Madines, mais C'était c'était nantais, donc la consécration, merci. voilà, donc je rends hommage puisqu'on est entre anciens combattants, voilà, autant Exactement. se faire un peu plaisir.
Je reviens en fait sur 2013, la jeunesse de l'écosystème, parce qu'il y a un truc moi qui quand on a préparé l'interview m'a un peu marqué. Je me souviens, en 2013 qu'une levée de fonds de ne serait-ce que de 300 000 €, à Nantes déjà à l'époque, enfin c'était un séisme. Aujourd'hui, ça fait un entrefilet en fait, hein, dans la presse. Ça dit quand même quelque chose de l'évolution, de l'accès aux fonds. Comment tu as vécu en fait, hein, toi ça? Et puis qu'est-ce que ça raconte de l'évolution de cet écosystème que tu as sous les yeux depuis 10 ans? Enfin plus de 10 ans C'est vrai maintenant. qu'une levée de fonds de 300 000 €, c'était, soit une levée de fonds, bancaire, peut-être un prêt d'honneur, peut-être un peu d'equity, c'était pas forcément structuré. Ce qui a été intéressant, je pense les big tech, américaines, étrangères qui ont, créé un peu ce FOMO. On s'est dit: «Tiens, en France, non pas qu'il n'existait pas, mais cet écosystème de financement a commencé à se créer à ce moment-là». Je me souviens aussi, c'était, l'époque où, Jean-David Chamboredon, avec la nouvelle loi de finances, avait, sur les plus-values, il y Avec avait les une pigeons. taxation, le mouvement des pigeons. Ouais. Et en fait, c'était vraiment fondateur, ce mouvement des pigeons, parce que ça a vraiment créé une nouvelle classe d'actifs dans le capital risque français. Et donc cette volonté de soutenir un écosystème innovant, ces entrepreneurs qui arrivaient, et puis une économie numérique qui était non plus balbutiante, mais qui devenait réelle, en fait, sur les potentiels gains. Donc ça, c'était intéressant. Julien Benayoun en parlait aussi, l'arrivée du financement participatif, des plateformes, de pouvoir aussi proposer, à la communauté ce genre de plateformes, les Kickstarter, et autres, lancements de produits, hardware, c'était aussi ces moments-là. Donc oui, il y a eu une sorte de fléchage aussi, très important. C'était le moment aussi BPI France, anciennement Oseo en Var, est arrivé. Donc il y a eu cette dynamique, avec l'avènement de la French Tech, une dynamique d'investissement aussi qui massivement, et pour créer aujourd'hui, des années enfin, les records de levée de fonds, enfin les comptes de relevée de fonds par an dépassent le milliard. Enfin là, c'était 8 milliards, je crois, en 2025. Ouais. Et donc, ce qui n'était pas du tout le cas. Ah mais c'est vrai que 300 000 €, vous ne faites plus du tout la une de Madines aujourd'hui. ah non, non, clairement, je te confirme. Ouais. Et non, mais même à Nantes, ça fait plus la une de Presse Océan ou voilà, hein, non, non, mais c'est vrai que vu de 2013, ça paraît, Ah, incroyable mais en fait c'était ouais. la façon dont tout ça a évolué. On avance un peu dans le temps. Allons-y. Voilà, en fait, on va essayer de se concentrer sur la période de consolidation un peu, c'est-à-dire que vous démarrez, vous êtes un média, vous avez, conscience de lancer un truc, puis ça prend, vous avez des clients, vous montez une équipe. Il y a un moment où, on n'est plus une entreprise, un peu fragile, de départ. Il y a une page qui est tournée, en fait, là-dessus. Partir de quand, tu as senti, toi, que, la vision que vous portiez avec Louis, elle devait commencer à être un peu traduite dans le cadrage du projet? C'est-à-dire, mettre des règles, un cadre, des arbitrages, voilà, concrètement, structurer, ce qui était, devenu une boîte, hein. Un peu enfin, c'est un peu bon, je vais pas le dire, mais c'était un peu en même temps, que l'arrivée, de capitaux sur cet écosystème. Donc quand, les fonds investissaient, et surtout, le monde corporate se posait aussi des questions sur le sujet de l'innovation. Donc il y avait les premiers incubateurs qui se lançaient, les premiers soutiens à des conférences, le Web Today par exemple à Nantes, ou le Blend One Mix, à Lyon. Des conférences qui avaient le soutien et qui ont toujours, hein, le soutien de grands corpos, et qui avaient besoin de toucher le lectorat qu'on avait. Donc oui, on générait du chiffre d'affaires, mais ces moyens devenaient de plus en plus, conséquents au sein de ces grands groupes. Donc c'est à ce moment-là effectivement que, bah, l'équipe a commencé à bien grandir, 10, 15, 20, 30, on est monté jusqu'à 40, personnes, chez Madines. On a fait entre, 3 et 3,5, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, au max. Et c'était, quelque chose, et des millions de lecteurs aussi. Et oui, ce besoin de structurer, bah, en fait, il a été, nécessaire de recruter les bonnes personnes. Mais le dénominateur commun, c'était la passion pour le sujet qu'on traitait. Que ce soit sur le média, l'événementiel ou sur les supports audiovisuels. Du coup, alors moi je trouve ça toujours intéressant parce que c'est des questions, pas faciles, c'est pas facile de répondre à ça, mais quand vous preniez des décisions et puis je vais pas avoir 2-3 exemples,
Qu'est-ce qui guidait vraiment en fait la décision? C'était quoi? Toujours se raccrocher à la vision initiale que vous aviez? Est-ce que c'était des contraintes économiques? Le fait que l'organisation grossisse? Qu'est-ce qui faisait en fait, hein, qu'à un moment vous arbitriez, hein, plutôt, enfin je sais que vous avez ouvert en Angleterre par exemple, à un moment, et qu'est-ce qui décide ce choix d'internationalisation? Pourquoi c'est l'Angleterre? Est-ce que vous suiviez toujours cette vision-là? En fait, on a toujours le sujet devenait grandissant, on recevait de plus en plus d'opportunités ou de sujets par email, par mail. Nos boîtes mail sont quand même la ressource principale, d'un média, toujours des choses, vraiment, plus ou moins, abordables, mais en tout cas, c'était quelque chose qu'on avait envie de faire. Je pense que c'était l'enthousiasme qui nous drivait, la curiosité, qui drivait nos prises de décision, et avec, aussi une patte entrepreneuriale qui était la nôtre, en voulant tester, en approchant, en testant, en regardant si ça pouvait fonctionner ou non. Mais c'était, lancer une conférence, qui rassemblait donc Malay Keynote, qui rassemble 5000 personnes par an. Super événement, hein. C'était pour nous hyper important, un peu comme la bonne atmosphère qu'on a à Nantes ici. C'est de savoir rassembler les gens qu'on aime bien, notre communauté, et de se dire que, bah, on la fait vivre à travers aussi le contenu. Donc oui, se lancer en Angleterre, en fait, c'est parti d'un email en disant, plusieurs emails, de personnes étant basées au UK, nous disant: «Mais est-ce que vous pouvez parler de nous?» Et en fait, comme nous, on traitait vraiment l'aspect, francophone, on s'est dit: «Bah, il faut vraiment qu'on se lance, au UK». Donc on a lancé ce site au UK, et puis, et ça, c'était une opportunité. Juste parce qu'on recevait de plus en plus, de manière massive, c'est vraiment ça qui a pris cette décision avec nous. OK, merci. En fait, on a parlé un petit peu, voilà, de décisions, stratégiques que vous avez prises. On a parlé d'internationalisation, il y en a eu d'autres, effectivement. Tu as évoqué la Madi Keynote, vous Ouais. avez lancé, Backpack, en fait, Backpack, hein, ouais. voilà, vous êtes Mmh. lancé dans l'édition. Vous avez donc pris un paquet de décisions. Vous en avez pris une, notamment le 1er avril 2019, une belle décision. Est-ce que celle-là, en fait, tu peux nous la raconter et puis nous dire, ce que ça dit, en fait, de ce qu'était devenu, Madines quelque part à ce moment-là? Je vais vous parler de celle du 1er avril 2019, effectivement. Mais l'autre bonne décision, c'était de doubler la surface du bureau, le 10 mars 2020. Ça, c'était une très, très bonne idée. Ah bah, on a été nombreux à être visionnaires à ce moment-là, Voilà. ouais. Mmh. Et mais celle du 1er avril 2019, moi, elle fait écho à toutes celles d'avant, et après, en tout cas, on a arrêté. Mais en tant que comment est-ce que je vais raconter ça? Hem Les 1er avril, c'était très sympa de pouvoir faire des blagues, dans les médias tech, TechCrunch, Wired, et cetera. C'était, normal de faire des blagues du 1er avril, April Fool, sur des ce qu'on a appelé après des fake news. Mais effectivement, c'est celle du 1er avril 2019, elle concernait un transfert, d'une personnalité politique vers un GAFAM, et c'était un peu compliqué parce que cette news-là a été reprise très fortement. Et Tu peux donner des noms, on est entre nous, hein. Bah, Mounir Majoubi, hein, ouais, Tu as lu l'article? je Tu as l'ai lu vu à l'article. l'époque, ouais. Et en fait, cet article-là où on disait que Mounir Majoubi avait rejoint Amazon, en fait, c'était devenu on a réalisé, parce que ça a explosé après il y a des personnes qui sont revenues dessus en disant: «Mais en fait, c'était intéressant de voir qu'à partir de 2019, il y avait une vraie conscience des fake news, et que même si c'était des blagues, même si c'était marqué, et cetera, ça les algorithmes, le référencement, et cetera, c'était devenu un peu trop dangereux». Et c'était à ce moment-là où les médias tech qui étaient habitués à faire ce genre de choses, bah, ont complètement arrêté, de lancer de jouer le jeu du 1er avril. Mais oui, il y avait, Uberweed aussi, comme bonne idée. Heu, Excellent. donc Très, très bonne idée, ouais. ouais, Puis personne n'y a pensé, je pense, à ça. non, non, absolument pas. Alors la Absolument bonne nouvelle, personne. c'est que quelqu'un l'a exécuté, ça existe, en fait, hein, aujourd'hui, un bon OK. business. Il y en a qui connaissent, hein, visiblement, OK. Je reviens peut-être plus sur l'écosystème global, parce que tu as une position qui est forcément hyper intéressante, là-dessus, puisque tu as vu passer et tu as été contacté par, bah, des dizaines de milliers de boîtes qui voulaient faire parler d'elles. Donc tu en as vu passer quelques-unes qui sont passées, bah, du one, au tout, et puis, quelques-unes qui sont passées du one au zéro. C'est pas le chemin qu'on vous souhaite, bien évidemment. Avec le recul, est-ce que tu vois
des patterns, est-ce que tu vois, alors pas forcément business, mais peut-être humain, est-ce qu'il y a des patterns qui reviennent et qui reviennent encore? Bah, sur les sujets humains, effectivement, je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est, qui reste vraiment très présent, c'est, fail fast. On attend des entrepreneurs qui testent rapidement, qui puissent, réorienter, un produit, une feuille de route, une équipe, un recrutement, un financement, mais en tout cas d'avoir justement cette vision que le temps est précieux et qu'il est nécessaire de pouvoir, se dire que ça ne va pas forcément marcher dans donc c'est ce qu'on appelle le pivot. Il y a aussi des pivots où ce n'est pas nécessaire, il faut arrêter l'activité. Mais historiquement, il y a dans le retail, on dit toujours que c'est l'emplacement, l'emplacement, Ouais, l'emplacement. Les investisseurs, c'est l'équipe, l'équipe, l'équipe. Donc toujours, tu as ce pattern humain sur fail fast, l'équipe, ça c'est hyper important. L'autre chose qu'on entend souvent, c'est il faut toujours embaucher meilleur que soi. Et ça, j'ai jamais entendu autre chose que personne n'a contredit ce pattern-là. tiens, je rebondis, je te pose une question piège parce qu'elle est pas dans le script. Sympa, hein? Est-ce que enfin, là, pour le coup, je trouve ça intéressant parce que tu parles de la culture de l'échec, et c'est quelque chose en 2013 qui est absolument nouveau en France parce que, je me souviens encore, hein, qu'on n'avait absolument pas cette culture-là. Est-ce que, avec Madines, tu considères que vous avez contribué à démocratiser la culture de l'échec en France un peu? Alors, Enfin, c'est pas une question c piège, hein, non, c'est une non, vraie question. il y a, il y eut un temps où il y avait une rubrique justement sur les échecs. Pas le jeu, les échecs entrepreneuriaux. Et on a été, les premiers à c'était en 2012 ou 2000, je sais plus exactement, c'était Fleur Pellerin, donc du coup 2014, on a organisé la première édition de la Failcon à Ah Paris, oui, au super. ministère de l'économie et il y avait effectivement, Fleur Pellerin qui était là. La Failcon, c'est, la conférence où, le témoignage sur les échecs entrepreneuriaux, font foi et c'était une manière aussi pour dire, bah, je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage, à comprendre de tout ça. Donc oui, je on a certainement d'une certaine manière, glorifié l'entrepreneuriat, la réussite et cetera, parce qu'en fait, il y a aussi cet enthousiasme-là à soutenir l'entrepreneur, les équipes, dirigeantes. C'était aussi important de dire, bah, en fait, sur les pivots, oui, sur les échecs, il y a aussi des histoires à raconter. Le pire conseil à un entrepreneur, c'est quoi pour toi le pire truc que tu entends, enfin, ou qu'on généralise, qu'on Hem Beaucoup de la ça vient beaucoup de la culture The Family aussi. C'est pas le pire conseil, mais je pense qu'il peut être, abordé d'une certaine manière. C'est le fake it until you make it. Je dirais que on pourrait le dire autrement en disant: «Fake it, but you have to do it». Ça veut dire qu'en gros, fais-le, OK, fake it, mais en gros, ne te plante pas parce que ça va se savoir et c'est là où Julien tout à l'heure parlait de confiance, pour pouvoir ju et de transparence. En fait, je pense que c'est ça la déception est beaucoup trop forte. Donc fake it, but you have to make it, je pense que ce serait un petit peu avoir un meilleur positionnement. Après, il y a aussi une chose qui est assez intéressante, Julien en parlait, c'est le do things, that don't scale. Ce qu'a fait Julien au début Julien Benayoun, le cofondateur de Lita, c'est impressionnant. Ce que fait là, en ce moment, il y a Teddy Pellerin, le cofondateur de Hitch, qui, raconte sur, LinkedIn, ce qu'il a fait au tout début de Hitch et il avait les numéros de tous les drivers et comme ils étaient opérationnels entre 22 heures et 4 heures ou 6 heures du matin, en fait, il avait en direct tous les chauffeurs de l'application. Bon, faut s'imaginer que ça a bien changé, mais en tout cas, c'est hyper intéressant d'avoir ce témoignage de zero to run. Concrètement, ça veut dire aussi faire des choses qui sont pas forcément marrantes, mais qui peuvent après s'automatiser pour tester rapidement. et justement automatiser, tester rapidement, ça me fait penser, je vais faire une petite question très rapide là-dessus. Sur l'IA, est-ce que pour toi ça change la façon d'entreprendre aujourd'hui? Je pense que ça change, les choses peuvent aller beaucoup plus vite. Moi, je pense que c'est pas parce que vous avez de l'IA entre les mains que tout le monde va le faire et que tout le monde sait le faire. Je suis capable de faire un site web aujourd'hui. Est-ce que je peux le faire avec de l'IA? Peut-être.
Mais est-ce que tout le monde peut le faire? Est-ce que tout le monde va le faire? J'en suis pas certain. Si on avait eu l'IA au début de Madines, sincèrement, ça aurait été une boucherie en termes de volume d'articles publiés. Mais la valeur aujourd'hui des journalistes de Madines, en fait, elle réside justement sur les petits ressentis et la curiosité un peu personnelle qui est mise dans l'article. Et je pense que c'est ça que les gens achètent et c'est ça qui donne aussi de la confiance. Merci. Je vais parler de maintenant parce que du coup, là, depuis quelques mois, avec Louis, vous n'êtes plus cofondateur. Enfin, vous êtes toujours cofondateur de Madines à vie. Hein, c'est un titre à vie, mais vous n'êtes plus salarié. En tout cas, voilà, vous n'êtes plus dans les équipes de Madines. Vous allez faire quoi maintenant? Je crois que tu as des projets. Enfin, vous avez un projet d'écriture. Quand j'en parle, j'ai l'impression d'être un peu une personne un peu atypique, mais je reste associé à mon associé. Madines a été lancé. Alors, on était 3 au début, puis ensuite, on était 2. C'était aussi ça l'aventure. Et là, on reste associé sur 2 projets. Alors, on écrit un livre sur la place de l'intuition dans la prise de décision. Chez Flammarion. En mai 2026. Et merci beaucoup. Et parce que ça nous passionne toujours. Vraiment, cette prise de décision entrepreneuriale, il faut moi, je vois ça vraiment comme un don. Et de comprendre quels ont été les moments clés dans les histoires entrepreneuriales, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Donc, c'est l'objet de ce livre. On y distille évidemment ces sujets et nos sujets, nos expériences et nos retours. Mais l'autre chose, c'est après la folie entrepreneuriale de Madines, on prend une nouvelle qualité qui est la curiosité. Et donc, on lance notre boutique de conseils qui s'appelle Curiosity. On travaille avec les startups, les fonds d'investissement, les grands groupes, les acteurs innovants sur 2 aspects, la notoriété et le business. C'est quoi votre nouveau zéro, du coup, là-dedans? La marque. Marque. En fait, faire émerger une marque. En fait, il y avait un hack qui était vraiment cool chez Madines et on pensait qu'on était partout, mais en fait, on n'était pas forcément partout. Sur madines.com, il y a un agenda sur lequel tout le monde peut déposer son événement, son hackathon, sa conférence, son salon. Et à partir de là, nous, on demandait en échange de la publication de mettre notre logo sur les supports de communication. Et donc, c'était assez puissant parce que on n'était pas forcément dans toutes les conférences de France et de Navarre, mais notre logo était présent. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait en sorte que la marque Madines puisse être impactée ou impactante sur les supports de communication. Et donc, avec Curiosity, c'est un autre challenge, mais c'est vraiment notre zéro à nous. Et on aime bien les débuts. C'est le plus intéressant. Julien en parlait tout à l'heure aussi avec nostalgie, en disant c'est quand même c'est des moments assez appréciables, donc il faut aussi les apprécier. Ouais, c'est marrant parce que c'est des phrases qu'on entend souvent dans la bouche des entrepreneurs, en fait, hein, cette espèce d'excitation, d'énergie que tu as au début et que tu as envie de retrouver en permanence. Je vais parce qu'il nous reste 2 minutes 50, en fait, hein, je vais pour préparer cette interview, du coup, j'ai appelé quelqu'un qui te connaît bien, qui est donc ton associé, Louis, qui se trouve que je connais bien Louis aussi, parce que je suis donc un vétéran et que ça fait des années qu'on se connaît. Donc j'ai appelé Louis. Je lui ai dit, trouve-moi une question un peu vache, en fait, un truc. Bon, il n'a pas voulu me sortir une question vache, mais il m'a parlé quand même d'un truc que j'ai trouvé assez drôle sur l'histoire de votre rencontre, toi et Louis. Parce que il m'explique qu'en gros, à l'époque, tu avais un blog qui s'appelait je suis patron.com ou quelque chose comme ça. Lui, en fait, était lui-même blogueur dans son coin. Et puis, au moment, il vient, il te contacte. Et puis, vous échangez, mais vous voyez pas. Et ce qu'il m'explique ce matin, là, quand je l'ai eu au téléphone, c'est incroyable. En fait, vous êtes associés tous les deux en ne vous étant vu, vous êtes vus une seule fois et vous étiez associés. C'est des trucs, on dit quand même, c'est le conseil qu'on donne aux entrepreneurs comme c'est choisissez bien votre associé. Bon, alors vous avez fait, voilà, vous êtes vus, vous avez signé le pacte d'associés, quoi. En gros, c'était Quasiment. C'est incroyable comme truc, quoi. Oui, c'était assez marrant. En fait, avec Lou, on s'est rencontrés en ligne. Non pas sur une plateforme. Alors, mais... je voulais pas tout savoir non plus. Mais
faut se remettre dans le contexte. On était deux blogueurs. Les blogueurs, à l'époque, un peu comme dans deux Instagrammeurs aujourd'hui, peuvent faire des feats ou des collabs sur chacun des comptes. Nous, c'était un peu la même chose. Moi, j'avais mon blog, Louis avait son blog, et donc, en fait, on échangeait des liens. J'écrivais chez lui, il écrivait chez moi, etc., etc. Jusqu'au moment où il m'a demandé, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, écoute, je suis passionné par ce que je fais, ça m'intéresse. Et lui, il lui propose justement de poursuivre l'aventure avec Madines. Mais c'était génial. C'était exactement ce que je voulais faire. Mais du coup, la question qui vient va être pas un peu bizarre, mais quand est-ce que tu as su que c'était lui? Quand est-ce que j'ai su? Je pense que j'ai su que c'était lui. Alors moi, on se voit une fois. Après, je pars 2 ans vivre à Madrid. Et pendant les 2 ans, je le vois qu'une seule fois par an. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit au début, on se voyait pas du tout. Et donc, j'achetais mon crédit Skype. Pour lui et on se parlait tous les jours et on s'envoyait en fait, quand est-ce que j'ai su que ça allait bien fonctionner? En fait, quand j'ai su que, il était, aussi passionné que moi, et 2, que, même à distance, c'était quelque chose, qui était plus fort, que ça, et que ça pouvait justement être, d'avoir de ses nouvelles tous les jours, de l'avoir, Ça tourne vraiment bizarre cette fin d'interview. C'était pas le but. Non, mais je vais quand même vous détendre. J'ai quand même appris du coup que au-delà de votre association professionnelle, vous étiez aussi proche puisque tu es le témoin de mariage de Louis. Complètement. Donc voilà, vous coupez court à toutes les rumeurs. Voilà. Parce que je vois le temps qui file là. Ah oui. Ça y est, on y est presque. J'ai une dernière question pour toi, Étienne. On a inversé les rôles là un peu. Toi qui as posé des milliers de questions en tant que journaliste, quelles questions t'aimerais qu'on te pose? Alors, OK. J'ai 2 questions. J'ai la question, c'est, quelle est la personne qui t'a le plus marqué en interview? Ça, Ouais. c'est une question à laquelle je réponds avec plaisir. Réponse? Mais avant ça, je voudrais C'est moi forcément, non, évidemment. avant ça, je voudrais quand même remercier, des événements comme, Blend One Mix à Lyon ou, Web Today à Nantes, parce qu'en fait, c'était les premiers à nous faire confiance et à nous payer le billet de train pour venir. Mmh. Et ça, c'était vraiment super. Ouais, tu me dois 200 balles quand même, parce que bon. Si tu peux déjà donner le sang. Ouais. Et non, la personne qui m'a le plus qui m'a le plus impressionné en interview, c'est parce que je suis un grand fan de foot, c'est Blaise Matuidi. Blaise Matuidi qui a lancé un fonds d'investissement qui s'appelle Origins et qui est justement dans une reconversion et qui était dans une reconversion, qui a lancé ce fonds, et en fait qui donne aussi une valeur sportive collective à tous les projets qu'il soutient. Et vraiment très impressionné parce que, moi je le regarde soit à la télé, soit, en tribune, mais en tout cas, c'était quelque chose qui était vraiment chouette. Je vois Flo qui est un grand fan de foot, lui aussi, moi aussi, en fait, qui approuve en coulisses ce choix. Très bonne interview. Merci beaucoup, Étienne. Merci Adrien. On a liquidé le temps. Donc merci Étienne, merci Merci beaucoup. beaucoup. Et puis, je vais quand même remercier du coup quand même l'organisation, donc ici lundi et H7 pour l'invitation et pour l'organisation impeccable de ces 2 journées, hein, et puis vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup.